Eh bien, bonjour. On va commencer tout de suite puisque c'est enregistré. Donc, cette vidéo sera ensuite disponible une fois le webinaire commencé. Nous voici tous trois autour de la table. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Nous avons déjà du monde qui est là. On vous remercie pour votre présence. On va attendre encore peut-être 1 à 2 minutes, histoire que les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser Zoom puissent suivre le webinaire. Et puis, nous allons rentrer dans cette présentation de l'outil Revisto avec un témoignage d'un de nos collègues et clients qui ne devrait pas tarder aussi à se connecter. Je vois qu'il y a des gens un peu partout. Vittorio, mi senti? J'espère que le français, ça ira pour lui. Donc, ça fait quelque temps qu'on voulait préparer un webinar. Ça fait à peu près 1 an qu'on n'a plus fait. Donc, nous sommes très contents en tout cas de pouvoir vous faire profiter de ça aujourd'hui. On attend un petit peu encore que quelques personnes se connectent. D'ici 2-3 minutes, on va pouvoir commencer. Quoi qu'il en soit, ce webinaire sera interactif. N'hésitez pas à lever la main, poser des questions. Je ne sais pas si vous êtes tous habitués à utiliser Zoom. On peut voir sur la barre du bas, donc il y a tout un tas de petits menus. Donc, avec le chat, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct. Et donc, levez la main si vous avez des questions aussi pour qu'on vous demande de prendre la parole. Alors, moi, je vais juste m'assurer que notre invité puisse bien se connecter aussi. J'arrive tout de suite, je vais juste lui passer un coup de fil parce que j'ai le vent. Donc, pendant ce temps, je profite que pour les personnes qui sont déjà présentes, qu'on se présente, Polo et moi-même. Nous sommes les derniers arrivés de la famille Revisto. Est-ce que tu veux commencer, Polo? Oui, bien sûr. Donc, bienvenue à tous. Merci de vous joindre à ce webinaire qui est effectivement le premier sur cette année, sur cette deuxième partie d'année 2022. Donc, je suis Polo Ferreira. J'ai rejoint donc Revisto début mai et je vais donc occuper le poste donc, de responsable commercial sur la partie France, également Luxembourg, Italie et Portugal. Merci Polo. Et puis pour ma part, Bruno Guzzo, donc je suis l'homologue de Polo pour les régions suisses, francophones, suisse romande, et puis aussi pour l'Espagne. Donc voilà, à nous deux, on couvre une grande partie on va dire de l'Europe latine et un peu moins. Et voilà, on est à votre disposition pour toute question. Je vois que Paul est revenu. As-tu pu avoir Monsieur Serras? Non, moi, j'imagine qu'il ne va pas tarder. Mais donc, j'imagine que vous êtes présenté, oui? On s'est présenté en attendant, oui, tout à Très fait. bien, super. Et donc, moi, je suis Paul Héret, donc je suis VDC ou support technique. Donc, ma mission est un peu d'accompagner tous nos clients pendant toute la durée de leur projet et du moment qu'ils utilisent notre logiciel. J'assure donc des formations en début. J'essaie de comprendre, même avant ces formations, comment travaillent les personnes, quel type de projet il y a. Est-ce que c'est du musée, est-ce que c'est du public, du privé? Donc, comprendre comment tout ça s'imbrique pour trouver le meilleur workflow, surtout aussi voir la suite logicielle qui est utilisée par les différents intervenants et permettre aux gens
de gagner du temps, tout simplement, au lieu d'en perdre. Je travaille aussi beaucoup avec nos développeurs pour nous assurer que vous avez toujours les outils qu'il vous faut, que ce soit des petits clics, des petits boutons, mais ça peut être aussi mettre en place une nouvelle interface comme celle du Clash qu'on va regarder tout à l'heure un peu plus en détail. Donc, je vous propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Donc, notre invité d'honneur, si je puis dire, aujourd'hui, Marc Seraf, n'est pas encore là. J'espère qu'il va réussir à se connecter. Mais en attendant, donc, on a un petit mot d'introduction pour permettre de nous présenter déjà. Enfin, présenter-nous, on a déjà fait, mais présenter Revisto. OK. Donc, je vais partager mon écran et je vais laisser Bruno et Paolo run the show. Et voilà. Donc, encore une fois, pour ceux qui viennent nous rejoindre, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez une petite barre. Je ne sais pas si vous connaissez Zoom. Hein. Vous avez une barre en bas de votre écran où vous pouvez ou bien poser des questions par chat si vous êtes timide, ou bien vous pouvez lever la main. Et donc, moi-même ou mes collègues vont regarder s'il y a des petites questions et on vous invite à interagir en direct en tout cas. OK? Ben, écoutez, bon webinaire et Bruno, à toi l'honneur. Alors, c'est Polo qui commence la danse. C'est Polo. Ou Polo. Et si tu peux passer, s'il te plaît, les slides, du coup. Donc, l'agenda de la journée de ce webinaire plutôt sera de vous présenter dans un premier temps donc, la société, donc Revisto. Ensuite, en espérant que Marc puisse se connecter, un témoignage de notre client, donc AEC Informatique. Ensuite, on passera sur une démonstration plus technique, plus fonctionnelle de la détection de clash, qui fait partie d'une des dernières nouveautés qui est sortie donc, il y a à peu près 2 ans chez Revisto et qui permet donc de faire de la détection de clash et de les automatiser. Et puis, nous terminerons par un chapitre pour les clients qui sont ici présents sur la partie nouveauté, en tout cas en avant-première, de la 5.10. Donc, Revisto, en quelques chiffres, c'est un éditeur de solutions collaboratives et de coordination qui a été créé en 2008. Donc, ça fait déjà un peu plus de 10 ans que l'on s'adresse au secteur AEC. On compte aujourd'hui à peu près 110 collaborateurs, donc une présence à l'international. Une société qui est basée en Suisse, à Lausanne, qui a son siège donc à Lausanne. Plus de 160 000 utilisateurs, plus de 3 000 clients. Nous proposons donc nos solutions sous forme de souscription annuelle, sous forme d'abonnement. Et donc, nous avons un taux assez satisfaisant de 98%. Une fois que les clients donc, commencent à utiliser notre solution, ils renouvellent assez régulièrement donc, leur souscription pour aller plus loin dans la mise en place des cas d'usage sur le ligne. C'est une solution qui est, comme je vous l'ai dit, très internationale, 8 langues, traduite en 8 langues et qui propose également 7 serveurs, donc pour être au plus proche, pour que les données, la data soient au plus proche de nos clients. Donc 7 serveurs qui sont répartis sur les différents continents. Revisto a toujours été à la pointe de l'innovation, ça fait partie de son ADN. Donc, l'histoire, elle a commencé en 2010 par le développement donc, technologique de la solution qui a été basée sur le moteur de rendu Unity, donc une techno qui est issue des jeux vidéo et qui permet de pouvoir avoir un certain confort de navigation au sein des données et notamment au sein de la maquette numérique, et qui permet également d'absorber un certain nombre, un certain volume de données si en tout cas vos projets le demandent, le requièrent. Ensuite, il y a eu toute cette partie de développement qui a été axée sur le côté collaboration, donc la collaboration sur le cloud avec
avec la standardisation de la communication avec les annotations donc préenregistrées, le nuage de points qui est également sorti donc en 2007, et puis une intégration donc sur les différents donc CDE, Procore, Box et BIM 360 pour citer que, et puis également SharePoint qui va prochainement donc sortir et pouvoir se connecter donc à Revisto. La détection de clash, bien sûr, mais ça, j'en avais déjà parlé juste avant. En termes de donc, nos références clients, donc, voilà, notre solution peut être utilisée par tout acteur en fait, de la filière construction, aussi bien les entreprises que les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage. Voilà, on aime tout le monde chez Revisto et on compte donc parmi nos clients des entreprises comme Bouygues Construction, Vinci, sur lequel justement on va baser notre témoignage avec Marc Serraf, qui a participé à un de leurs projets. On a des cabinets d'ingénierie comme Artelia qui utilisent pour collaborer en interne collaborer sur tout ce qui est échange interdisciplinaire entre les différents donc, bureaux d'études. On a également donc, des maîtrises d'ouvrage qui aujourd'hui utilisent et exploitent notre solution dans différents cas d'usage et notamment la visualisation de l'avancement du projet. Des références donc, clientes dans le monde, donc de beaux logos qui aujourd'hui donc, exploitent notre solution. Donc, notre solution, elle est commercialisée sous différentes approches. Donc, une qui s'adresse soit directement au projet. Donc, plusieurs utilisateurs, un certain nombre de projets peuvent se connecter à la plateforme et tirer bénéfice de notre solution. Soit dans un mode multi-utilisateur et multi-projet au niveau de l'agence, ou soit dans un contexte plutôt entreprise et de manière globale, comme c'est le cas aujourd'hui pour certaines sociétés qui sont ici mentionnées, comme Jacobs ou Arup, qui ont fait le choix d'utiliser au niveau global notre solution. Voilà, de beaux logos également présents au niveau de la maîtrise d'ouvrage, comme BP, Amazon, l'aéroport de Prague et Bosch. Et au niveau des entreprises, donc B6 qui utilise notre solution sur de grands projets et notamment sur de grands projets du côté de Dubaï ou au Qatar et qui sont actuellement en test sur notre solution en Europe. Voilà, je vais passer la main maintenant à mon collaborateur, donc Bruno, qui va prendre la suite de la présentation. Merci, Polo. Rentrons un peu plus dans le détail de la solution au niveau de Revisto, donc une plateforme BIM collaborative intégrée. L'idée, c'est qu'elle s'articule sur 4 piliers essentiels, qui va être le suivi d'annotation, suivi de problèmes. On va pouvoir justement réconcilier le 2D et le 3D au sein d'une même plateforme et pouvoir analyser les données. Ce qui permettra de faire évoluer et de faire vivre le projet tout au long des différents cycles de vie, des différents workflows, donc du design à la construction en passant même par la maintenance et l'opérationnel. C'est une plateforme qui s'utilise sur multi-supports. On va pouvoir s'en servir sur ordinateur, sur tablette. On va pouvoir incorporer de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et puis, on se base toujours sur une source de vérité intrinsèque, c'est-à-dire on préserve l'intégrité de la donnée qui a été importée sur la plateforme. Bien évidemment, on supporte tous les fichiers OpenBIM, mais on se fait un plaisir d'avoir des plugins, comme vous pouvez le voir dans le slide suivant, pour l'ensemble des solutions de modélisation. Donc voilà, on veut vraiment garder les paramètres des objets qui ont pu être dessinés. Et c'est pour ça qu'on essaie de développer au maximum les plugins et la compatibilité des formats reçus. Sur l'intégration, on voit, comme le disait Polo tout à l'heure, BIM 360, Procore et aussi SharePoint qui arrive avec la 5.10.
C'est tout bon, Paul, tu peux avancer. Au niveau du workflow, comment se positionne Revisto dans le workflow global de chez nos clients? Donc, on est vraiment entre les solutions qui vont être plutôt de travailler de la donnée sur du plan, sur du modèle. Donc, on va avoir les Archicad, les AutoCAD, les Revit, les Navisworks. On va pouvoir travailler directement depuis ces logiciels sans avoir à ouvrir Revisto pour pouvoir exporter les données. On va avoir Revisto qui sera installé en local sur Paul, on voit ton écran à chaque fois, si jamais. On va avoir donc Revisto installé en local qui permettra de récupérer toutes ces données, de les concaténer, de les faire vivre. On aura ensuite sur le cloud ou sur des serveurs locaux la possibilité de garder ces données pour ensuite faire toute une interaction avec l'ensemble des parties prenantes des différents projets, allant de la maîtrise d'ouvrage, assistance à la maîtrise d'ouvrage, entreprise générale, ingénieur, etc. Ça, c'est la partie qu'on va voir plus détaillée aujourd'hui, c'est le Clash Automation. Donc, ça a été vraiment l'un la nouveauté de l'année 2021. Grâce à ça, on a réussi à compléter notre offre qui est de plateforme collaborative. On va maintenant plus loin. On utilise la technologie qu'on avait déjà sur le suivi d'annotation pour y incorporer le Clash. Paul sera un plaisir de vous démontrer dans le détail comment tout cela fonctionne. L'avantage, c'est qu'on reste sur une même interface avec une intuitivité que l'on connaît déjà et qui permet de travailler en toute simplicité sur le même outil. Au niveau de notre organisation, donc Paul fait, comme il vous le disait, fait partie de notre équipe de Customer Success Manager. Ce sont des professionnels qui sont aux quatre coins de la terre, qui proviennent de la plupart de grandes entreprises, qui sont tous nos clients et qui ont pu avoir des expériences passées dans différents secteurs, différents corps de métier au sein de l'ingénierie. On essaie de faire bénéficier au maximum nos clients de cette expérience, de cette expertise. On pense que vraiment tous ces collègues, tous nos collègues ont une valeur ajoutée à vous apporter en termes de workflow, en termes de meilleures solutions pour dessiner la meilleure solution à mettre en place chez vous. Donc, voici pour la petite introduction. Je te repasse la main, Paul. Ouais, vous m'entendez là, c'est bon? Donc, j'ai Marc qui est arrivé, qui lève la main. Donc, je vais lui permettre de parler et de prendre le lead. Allô, Marc? Oui. Marc? Oui, est-ce que c'est bon? C'est bon, on t'entend, c'est tout bon. Parfait. Donc, j'arrête de partager et je te donne le lead. Est-ce que tu arrives à partager ton écran? Alors, je vais regarder si effectivement j'ai le droit de partage. J'en suis pas très sûr. Je ne le vois pas apparaître dans l'interface de Zoom. Alors, si tu regardes en bas, tu vas avoir partage écran. À côté de là où tu as levé ta main ou là où tu as… Non, les liens là sont limités. Il y a discussion Alors, et c'est la main. essaye maintenant. Alors, attends. Hein, Marc. Il est sans son, mais il arrive à partager. C'est tout bon, parfait. Alors, Marc, on voit ton écran. Voilà, super. Par contre, on ne t'entend plus. Marc. Marc, on ne t'entend plus. C'est bon. Voilà, c'est bon, on t'entend. Quand la technique nous réunit, l'ère de la collaboration peut débuter. On te reçoit 5 sur 5. Voilà, super. Merci encore, désolé pour ce petit retard à l'allumage. Mon objectif cet après-midi, c'est de partager avec vous quelques convictions, quelques passions, quelques exemples opérationnels et de vous aider à comprendre
on va dire, où va la collaboration numérique et quelles sont les directions qui sont intéressantes à travailler. Il y a une certitude aujourd'hui, c'est que à l'heure du numérique, la collaboration n'est plus un terme de choix, mais c'est une vraie nécessité. On le voit au travers des différentes expériences auxquelles on participe aujourd'hui. Pour autant, il faut rester toujours avec une forme de réalisme, de vision opérationnelle de cette collaboration, ne pas tomber dans l'utopie ou dans la com, comme peuvent le faire certains, à vouloir mettre tout le monde autour de tous les sujets de la maquette numérique. Et donc, pour ça, il est important aussi que chacun garde, on va dire, le rôle qu'il doit jouer dans la phase d'accompagnement et de partage de l'information. Bien évidemment, on connaît la première forme de collaboration qu'on connaît et qu'on utilise régulièrement, c'est la synthèse. Que ce soit la synthèse, on va dire, faite avec des outils numériques classiques et du clash detection, ou de la synthèse, on va dire, plus élaborée, où un coordinateur de synthèse vient compiler les maquettes et regarde où sont les difficultés. Mais c'est un sujet que je mets un petit peu de côté dans la mesure où Paul va nous en reparler un petit peu plus tard au travers de l'interface de Revisto. De façon claire, c'est cette partie-là qui forme la base de la collaboration la plus avancée aujourd'hui sur les maquettes numériques et en BIM. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est quand on a fait ces travaux de détection de clash et de détection d'incohérence, c'est qu'on puisse avoir derrière des outils qui permettent de faire la demande de correction et de suivi. Et c'est en ça que, on va dire, une plateforme collaborative peut faire la différence par rapport à des outils classiques de gestion on va dire, de clash ou de synthèse. Voilà. Et dans tous les cas, effectivement, ce sont des opérations qui sont actives aussi bien dans les phases de conception que d'exécution. On croit beaucoup, nous aussi, dans le cadre de la maquette numérique et de la collaboration, à l'usage de nouvelles technologies pour réceptionner les travaux. Alors, bien évidemment, il y a des technos qui arrivent sur le marché à base de tablettes ou à base de lunettes et qui permettent, grâce à la réalité augmentée, de comparer la maquette numérique avec ce qui a été réalisé. De toute évidence, c'est une démarche intéressante. Et c'est une démarche qui s'appuie aussi beaucoup sur les plans et sur la prise de photos. Donc, il est intéressant d'avoir une plateforme qui permet, on va dire, de combiner un petit peu tous ces éléments et surtout d'apporter une mobilité au niveau de la visualisation des plans et de la localisation on va dire, des points à régler. Et en ça, effectivement, une plateforme collaborative se doit de se développer au moins sur la partie classique, traditionnelle, et puis éventuellement sur les parties réalité augmentée, visualisation. Mais ça, ce sont plutôt des visions de perspective. Une des grandes difficultés qu'on rencontre à la fin des travaux, c'est lorsqu'on est engagé sur une maquette numérique DOE, mais sur une maquette aussi qui déborde sur l'exploitation, qui va en exploitation, et donc sur lequel on nous demande d'avoir des contrôles et une qualité de production qui soit conforme à ce qui a été construit. Et une des grandes difficultés aujourd'hui que rencontrent tous les gens qui font de la maquette numérique, c'est cette question qui se pose de savoir comment être sûr que la maquette qu'on a est bien une maquette telle que construite. Alors, bien évidemment, on a des techniques d'acquisition, de contrôle et de qualité qui sont basées sur le scan, qui sont basées sur la comparaison entre la maquette et la réalité, et qui permettent d'obtenir, on va dire, des informations sur la précision, des informations donc sur le fait que tout ce qui a été fait sur le chantier est bien remonté dans la maquette, et bien évidemment la possibilité de comparer en permanence les deux modèles. De toute évidence, les outils de plateforme collaborative qu'on est amené à utiliser doivent être capables de confronter le modèle scan 3D avec le modèle BIM, de façon à ce qu'on puisse confronter, on va dire, cette réalité objective avec cette réalité virtuelle qui a servi pendant toute la phase d'études et de travaux. Voilà. Et puis, à la fin du chantier, donc quand on est en DOE et qu'on livre au maître d'ouvrage,
souvent on livre, on va dire, une foule de documents, des fichiers numériques, des DWG, des PDF, des modèles 3D, des listes, de la documentation. On livre aussi bien sûr des maquettes. Souvent, elles sont décomposées en plusieurs métiers, puisque chaque maquette, chaque lot est générateur d'une maquette la plupart du temps dans les opérations en BIM de construction. Il y a toute la partie plan d'implémentation du BIM qui permet de connaître exactement ce qui a été demandé et ce qui a été renseigné comme information. Et puis, j'ai presque envie de dire, il y a une phase essentielle qui est la passation de main entre les gens qui ont fait le BIM et les gens qui ont fait les travaux, et puis ceux qui vont assurer l'exploitation. Et donc, très clairement, aujourd'hui, boucler un DOE, c'est non seulement boucler un dossier, on va dire, classique documentaire, mais c'est aussi boucler la mise à disposition d'un ensemble de maquettes et d'un ensemble d'informations et transférer, on va dire, tout le savoir de l'organisation qui a été mis en place à des gens qui vont exploiter, sachant que ces gens vont n'exploiter qu'une petite partie potentiellement de l'information. Voilà, donc c'est à la fois, on va dire, un check réel et en même temps un check virtuel dans la maquette numérique qui permet de consolider le DOE numérique. Et donc là, encore une fois, il est intéressant de regarder comment les plateformes collaboratives permettent de préparer et d'alimenter, on va dire, ce type on va dire, de livrables et ce type de transfert de compétences. De toute évidence, si l'outil est simple d'utilisation, ce sera beaucoup plus facile pour les gens qui exploitent d'accéder à la maquette et d'accéder aux documents associés à la maquette. Voilà, donc ça c'est un petit peu, on va dire, la trame qu'on parcourt habituellement quand on fait des projets en maquette numérique. Et effectivement, de cette trame sortent quelques points forts qui nous intéressent dans la collaboration numérique en BIM, notamment l'utilisation de logiciels adaptés à chaque discipline, avec des protocoles de transfert et des protocoles de gestion des formats qui soient clairement établis et qui permettent de bien travailler. Il faut éviter aujourd'hui de construire les maquettes numériques en imposant un seul outil de modélisation, parce qu'en faisant ça, on ferme la porte à beaucoup de métiers qui ont besoin d'avoir des plateformes qui leur sont propres et qui sont très productives, très qualitatives, et qui leur sert aussi à faire la fabrication et la mise en exécution de leur chantier. Donc, il faut effectivement avoir une grande ouverture de format et une capacité d'ouvrir tout type de format, ou en tout cas le plus grand nombre sur une plateforme. Bien sûr, des outils qui permettent de détecter les clashs, mais aussi d'organiser la coordination, la synthèse, d'avoir un vrai accès total à la donnée à partir d'une plateforme unique, de façon à pouvoir, on va dire, visualiser l'ensemble des données quand on en a besoin, où on en a besoin, et sans se poser la question où elles se trouvent. Planifier tous les process, ça c'est évident, c'est le BIM qui implique on va dire, ce besoin. Et c'est justement le fait que chacun reste à sa place et que chacun fasse son travail. Contrôler la qualité du résultat obtenu, il y a bien trop peu de démarches BIM qui font du contrôle et qui mettent réellement en place les processus qui permettent d'obtenir la maquette, on va dire, la plus complète possible par rapport aux exigences de départ. Et puis, voilà, la distribution, la modification, la validation des données à toutes les étapes de l'opération, c'est tout simplement la possibilité de se servir de cette plateforme collaborative comme d'une sorte d'aiguilleur, comme d'une sorte d'environnement un petit peu centralisé des échanges et des dialogues, pour que on va dire le projet et les données évoluent tout au long de l'opération. Bon, voilà. Alors, après, il ne faut pas oublier que derrière la collaboration BIM, il y a quand même des contraintes assez fortes, notamment le secteur de la construction avec un brassage multidisciplinaire. Le fait qu'effectivement, on a affaire à des gens de différents métiers avec différentes compétences,
que les outils et les technologies sont censés donc nous permettre de réaliser plus aisément les tâches, mais on se rend compte que très souvent, faire la maquette numérique ou renseigner les informations, c'est beaucoup de travail et souvent une charge de travail en plus. On n'a pas toujours en face de nous des gens qui sont prêts à changer leur méthode de travail ou leur manière de travailler. Donc là, on a effectivement des difficultés qui naissent alors même qu'on n'a même pas encore commencé à travailler et à partager ces maquettes numériques. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut être à la fois dans une sélection des bons outils, mais il faut aussi accompagner et surtout accompagner le changement. Se mettre en situation de passer du temps avec les gens pour leur faire découvrir la plateforme, les maquettes, les informations, faire on va dire du didacticiel, de la formation, de la prise en main. C'est pour moi un des enjeux qui se positionne juste après le choix des bons outils. Voilà, alors je me permets de faire le modérateur. Je voulais savoir, je sais que tu as pas mal de petites choses à montrer encore derrière. Je voulais juste être sûr qu'on soit dans les temps. Ça va passer vite. Je voulais juste savoir, d'ici 5 petites minutes, on va reprendre le micro. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord. Prendre le temps d'accompagner les gens et de choisir les bons outils, puis de pouvoir travailler correctement avec les bons outils et les bonnes personnes. Donc, je te relaisse la main. Et puis, d'ici 5 minutes, on va revenir sur… Et puis, de toute façon, on fera une petite session de questions-réponses si vous le souhaitez juste après. Alors, je n'ai pas pour vocation de vous dérouler 1000 choses. Simplement pour vous dire qu'une de mes expériences, on va dire, je l'ai vécue au travers de la constitution de la maquette numérique de Monaco. On a élaboré avec le responsable du service topographique et de l'information géographique à l'époque, en 2008, le cahier des charges qui a permis de construire une maquette numérique de l'ensemble du territoire de Monaco et de son environnement. Maquette numérique qui aujourd'hui à Monaco fait référence et sert à toutes les équipes de maîtrise d'œuvre, à tous les promoteurs et à tous les gens qui ont besoin de venir s'intégrer dans un territoire pour récupérer l'environnement existant. À l'échelle de Monaco, il y a à peu près en ce moment une quarantaine de projets. On en voit quelques-uns à l'écran. Le projet Testimonio 2, l'extension aux mers. On voit tout au loin l'entrée du jardin exotique. Il y a à peu près une quarantaine de projets et tous ces projets sont aujourd'hui faits avec des maquettes numériques en mode collaboratif, avec des niveaux de collaboration différents qui partent de la GED avec l'échange de maquettes jusqu'à des plateformes comme Revisto et une démarche collaborative assez complète. Bien évidemment, l'intérêt de la démarche collaborative, c'est de se rendre compte aussi de ce qui se passe autour de soi, parce qu'une maquette de bâtiment, et notamment c'est le cas de l'îlot Pasteur qu'on voit, qui est la maquette qui se trouve en long sur le côté droit de l'image, et qui donc représente un collège et un immeuble de bureaux. Ce projet îlot Pasteur, c'est un projet qui fait appel à plus de 35 lots, une équipe de maîtrise d'œuvre qui est en maquette numérique. Et quand on charge les maquettes, on parle de plusieurs gigaoctets de maquettes mis en ligne. Et donc là, très clairement, l'outil de collaboration, il est essentiel parce que déjà, il doit être capable de faire rentrer toutes les maquettes qui arrivent de toutes les entreprises et de tous les corps d'état techniques. C'est un des projets sur lequel Revisto est présent et sert à accompagner l'équipe de maîtrise d'œuvre principalement dans l'opération. Bon, la force aussi de ces outils, c'est d'avoir un lien dynamique entre la 2D et la 3D. Très clairement, on ne peut pas travailler qu'avec les plans et on ne peut pas travailler qu'avec la maquette. Et il faut qu'on soit capable d'aller de l'un vers l'autre. C'est aussi une des fonctionnalités importantes, d'être capable de publier la relation qu'il y a entre le plan et le modèle numérique en 3D. Au-delà de ça, de ce projet, de cette opération îlot Pasteur, on a testé la plateforme Revisto sur des relevés urbains faits par drone avec de la phototexturation. Et on a donc comparé les modèles numériques de la maquette de Monaco avec le relevé photogrammétrique, nuage de points ou phototexturé. Ça permet de faire du contrôle, ça permet de
valider la qualité d'une maquette. Et donc, ça permet derrière de s'en servir dans des phases d'exécution comme référence, sans avoir besoin de se poser la question, est-ce que ce que j'utilise comme support est à jour et exact? Et donc, là, encore une fois, il faut être capable de venir intégrer les formats nuages de points, les formats FBX, les formats donc vectoriels numériques qu'on retrouve dans les maquettes numériques de territoire de plus en plus régulièrement. On s'est servi aussi de cette plateforme pour faire de la coordination sur les contrôles des éléments qui sont positionnés en toiture entre le positionnement de la maquette numérique et la photogrammétrie 3D. Donc, il y a un géomètre qui a fait un vol de drone sur le Cap 3000. Là, on est parti de Monaco, on est allé à côté de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et la superposition d'un photomèche 3D et de nuages de points avec le modèle numérique 3D permet donc de voir où sont les erreurs de modélisation dans la maquette qui sert au Cap 3000 à l'exploitation. Voilà. Et puis, on a plein d'autres utilisations, et notamment depuis un peu plus d'un an, on a vraiment adoré tout ce qui était thématique associé à la plateforme Revisto, qui permet donc d'aller chercher les informations qui se trouvent dans les maquettes, et sur la base de ces informations et des champs d'informations qui sont associés, on est capable de faire une thématique qui va permettre de coloriser, par exemple, toutes les pièces d'un bâtiment en fonction de leur usage ou de leur dangerosité, ou tout simplement qui va permettre d'identifier les zones SSI de contrôle du bâtiment. Et voilà. Et pour terminer, je voulais simplement vous parler d'un autre projet sur lequel on a travaillé, qui est le centre de performance de l'AS Monaco. On regardera le petit film un petit peu plus tard. C'est un travail de fond qu'on a fait avec l'entreprise Vinci et l'ensemble de ses sous-traitants. C'est un projet qui est actuellement positionné sur le BIM d'Or 2022 parce qu'on considère que c'est un projet suffisamment avancé et suffisamment innovant en termes de maquette numérique, sur lequel on a mis en place une vraie organisation et un vrai travail de base de données pour nommer les objets, pour les identifier. Et ce travail-là qu'on a réalisé sur la base d'un cahier des charges que j'avais écrit pour le maître d'ouvrage et que Vinci a mis en œuvre dans sa convention d'exécution du BIM dans le cadre des travaux et de sa coordination BIM, on a réussi à sortir, on va dire, une vraie maquette d'exploitation, puisqu'aujourd'hui, cette maquette est entre les mains des gens qui exploitent le bâtiment, et on a la possibilité, au travers de la plateforme Revisto et de vues qu'on a créées, de venir visualiser en thématique l'ensemble des informations techniques pour localiser les chemins de câbles avec les différentes affectations des chemins de câbles, pour visualiser tout le soufflage et la reprise avec une mise en couleur différente en fonction des usages, pour s'assurer que tous les niveaux ont bien été rentrés au niveau des objets et permettre donc que les objets se trouvent bien affichés lorsqu'on demande l'affichage des objets par niveau. La maquette numérique alimente aussi la GTC et permet de déclencher derrière on va dire des missions de travaux en utilisant le principe des annotations qui est associé à la plateforme. Voilà. Au final, la plateforme collaborative, c'est une plateforme multi-usage et je suis sûr qu'on a encore tous les usages, une grande partie des usages à imaginer. La partie construction, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. De façon claire, il faut être mobile. Il faut que l'outil soit simple, il faut que les données soient centralisées, que la donnée soit facile d'accès, que la plateforme permette l'ouverture facile sans se poser de questions, de savoir où sont les maquettes et dans quel format. Et puis derrière tout ça, je pense qu'il faut ramener toujours l'essentiel, c'est que les outils numériques sont une révolution, mais derrière tout ça, c'est l'humain qui est la clé de la collaboration. Et c'est parce qu'on accompagne l'humain et c'est parce qu'on lui met des outils à son service qu'on réalise les plus belles, je pense, les plus belles réalisations numériques et qu'on arrive, on va dire, aux objectifs qu'on s'est fixés, à savoir de faire un travail cohérent, simple et efficace, tout simplement. C'est comme ça, moi, que j'envisage la collaboration et que je l'envisage au quotidien.
au travers des opérations sur lesquelles je travaille dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Super, merci. Voilà, Merci mon Marc. cher Paul, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. J'aurais pas mieux expliqué tout ça que toi. Beau, joli projet, travail de longue haleine que tu fais avec tous ces intervenants dans le sud de la France. Il y a beaucoup de choses qui se construisent autour de Monaco. Pour la petite anecdote, Comment pour la petite anecdote, on a découvert la plateforme Revisto en 2014. On a testé plein d'autres plateformes pendant cette période et même après. Et aujourd'hui, on se sent vraiment à l'aise avec cette plateforme-là. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui doivent évoluer parce que les regards sont différents entre un éditeur et un usage opérationnel. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a une belle relation, une belle qualité d'échange avec l'équipe support, avec Paul, avec Anthony, qui s'occupe aussi du support des utilisateurs. Quand on pose une question, il y a toujours un échange et il y a toujours une façon de trouver les réponses. Et ça, c'est important parce que quand on est en opérationnel, on a besoin de cette relation-là. Et les plateformes qui donnent qui ont ce niveau de réponse de développeurs et des intégrateurs, eh bien, il n'y en a pas non plus énormément. Donc voilà, j'ai envie aussi de vous dire au travers de ce petit témoignage, merci pour cette collaboration qui dure et qui va, je l'espère, durer encore longtemps. Merci Marc. Je me permets donc de basculer sur le logiciel. On va réserver un peu de temps pour les questions un petit peu plus tard. Donc, on a prévu jusqu'à 17h. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Peut-être qu'on va faire les questions après 17h. Je pense que ça va être difficile pour moi d'être en 10 minutes de tout faire. Donc, voici Revisto. On voit ici donc les liens un petit peu de tous les modèles qui sont disponibles. On peut intégrer donc directement sur la maquette. On voit du Revit, du Vectorworks, du MicroStation. Il y a de l'OBJ, il y a des nuages de points, de l'IFC. Okay. On a une interface simple, une interface compliquée, ou enfin, compliquée, peut-être pas forcément compliquée, mais plutôt avancée, j'ai envie de dire, où on a développé tout un tas d'outils qui permettent d'interagir avec l'information. C'est de ce dont parlait Marc tout à l'heure. Le fait d'avoir des métadonnées sur les maquettes numériques, de pouvoir les visualiser avec des filtres de couleurs. Maintenant, j'ai envie de dire le nerf de la guerre de Revisto, c'est donc cette interface tripartite qui permet de réunir donc 2D, 3D et, alors je vais me mettre en français, le suivi d'annotation, qui est justement cette troisième interface qui permet de réunir les deux dimensions, donc 2D et 3D. C'est un peu comme disait Marc, je viens de dire qu'aujourd'hui, contractuellement, c'est la 2D qu'on doit livrer. Maintenant, de plus en plus de projets sont coordonnés en 3D. On se rend compte que c'est quand même plus facile, plus simple de faire comme ça. Maintenant, comment pouvoir s'assurer que les projets ne sont pas à deux vitesses? Il y en a qui sont sur la 3D, il y en a qui sont sur la 2D. Donc, c'est ce que vraiment Revisto s'est attaché à faire en maintenant les deux interfaces l'une dans l'autre avec donc cette troisième qui permet de faire le fameux jeu d'essai intérieur. Alors, rapidement, comment on exporte un projet sur Revisto? On va avoir juste ici, donc, sur Revit, un onglet Revisto 5 et c'est juste avec un clic sur Exporter sur Revisto qu'on va avoir un export de la 3D ou de la 2D et qu'on va pouvoir faire un petit peu comme on veut, suivant le workflow. Il y en a qui s'occupent de la 3D, d'autres qui s'occupent de la 2D. Et donc, une fois qu'on exporte tout ça, on va recevoir donc dans Revisto le projet approprié. Donc, on va recevoir ce projet ici. Alors, laissez-moi juste ouvrir. Est-ce que… Ouais, j'ai l'arborescence. J'ai en fait tous mes menus qui cachent le reste. Donc, voilà, j'ai mon projet que je vais pouvoir, sur lequel je vais pouvoir interagir. Un peu comme dans un jeu vidéo, comme on disait tout à l'heure. C'est un peu l'ADN de Revisto. Et si j'ai, par exemple, des petites questions, par exemple, sur un objet et un autre, je vais pouvoir les isoler, agrandir ou rapetisser ma petite boîte et puis lui dire, par exemple, écoute, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce détail, détail à préciser. OK. Et j'assigne ça tout de suite à Polo qui se trouve dans cet appel. Polo, lui, une fois qu'il reçoit ce message, ça doit être du live, lui va pouvoir venir
en 3D et faire un petit retour sur Revit. Et c'est donc là que commence un petit peu ce travail de chasse aux erreurs dans le modèle. On va avoir donc les deux logiciels qui sont liés. Okay, donc, c'est un peu comme ça qu'on fait. On va double-cliquer sur chacune de ces petites remarques et, comme une feuille de route, en fait, venir faire ces petits changements. Okay, donc, ça, c'est un peu la manière dont on travaille avec Revisto au quotidien, du point de vue des modélisateurs. Et les coordinateurs, ils vont plutôt faire ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ou bien avec la détection de clash, ou bien tout simplement en passant en revue dans le modèle 3D. On va dire qu'on va se promener dans un endroit où il y avait une rayon, il y avait par exemple, on parlait du bureau 105 ou un bureau quelconque qu'on peut tout de suite retrouver avec donc, les dénominations des espaces qui sont intégrés bien sûr dans Revisto, hein, c'est ce qui fait partie de la maquette numérique. Je peux mettre donc cette petite annotation où je suis en train de dire pareil, de la même manière, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cet objet? Je vais poser une question un petit peu idiote, mais ça va me permettre de basculer ensuite vers mes autres interfaces qui, une fois que je pose cette question, j'ai un onglet où je vais avoir ma 3D, mais je vais aussi avoir la 2D, okay, et je vais pouvoir accéder à mes différentes feuilles de projet. Okay. Donc, Revisto nous permet de localiser cette annotation en 2D, que ce soit sur le premier fichier qui arrive, à savoir cette élévation, ou bien tous les autres plans ou coupes dans lesquels se trouve ou sont représentés ce point dans l'espace. Là, je regarde par exemple un plan d'étage et je retrouve cette annotation qui est un petit peu en dehors. Donc, c'est là aussi, je reviens à ma 2D et je regarde un petit peu tous mes plans 2D et que j'ouvre un plan. Ici, par exemple, j'ai aussi un lien, cette petite maison verte qui me permet de directement superposer ma 3D dans ma 2D et avec le nuage de points. C'est un peu ce que montrait Marc tout à l'heure, où on a vraiment un peu réuni maintenant tous les différents médias, tous les supports en fait, de travail qu'on va pouvoir avoir, que ce soit en avant-projet ou pendant le projet ou un petit peu plus tard, pendant le chantier. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de sujets où on fait des scans quand on a des plans de géomètre qui ne sont pas forcément encore tout à fait à jour. Okay, donc ça, je vais pouvoir le glisser. Je peux aussi désolidariser ma feuille pour plus facilement donc, jouer à ce jeu de cette erreur. Okay, donc, maintenant, je reviens un petit peu dans ma 3D et je vois un petit peu d'autres outils que j'ai à ma disposition, à savoir tous ces objets ou ces options qui me permettent d'interagir avec la donnée. Okay, je vais avoir des propriétés. Si je double-clique sur un objet, je peux voir qu'est-ce que j'ai comme objet. Ça va être un mur et j'ai toutes les propriétés de ce mur. Je peux, si j'ai envie, venir chercher dans mon arborescence tous les murs que j'ai dans le projet. On appelle ça un peu comme faire googler le bâtiment. Donc voilà, je les isole en transparence. Je cherche, je ne sais pas, par exemple, les fenêtres. Je peux regarder un petit peu, passer au scanner, un peu tout le projet, que ce soit en 3D, mais aussi de côté de l'arborescence. Sur ma gauche, je vois un petit peu en bleu tous ces objets qui sont éclairés. Donc maintenant, si j'ai envie d'être un petit peu plus précis sur chaque objet et de sélectionner un objet et des groupes d'objets, je vais dire par exemple, OK, j'ai envie de sélectionner toutes mes fenêtres. Donc, je crée une nouvelle recherche. Et en plus, j'ai envie d'avoir les fenêtres qui sont de cette famille. Donc, je rajoute à la fenêtre actuelle, à la recherche actuelle. Je les sélectionne et j'en ai que 2. OK, je vois en bas 2 objets sélectionnés. Et c'est comme ça que je vais pouvoir faire mes sets de recherche. Okay, ces sets de recherche, j'en ai compilé beaucoup, puisque c'est notre, j'ai envie de dire, notre fichier de démo. Donc là, je vais avoir les sets de recherche, ou les ensembles de recherche, on dit plus correctement en français, que je vais glisser donc sous trouver mes objets. Et je vois que tous mes sets de recherche, je les ai effectués suivant différents champs. Alors, peut-être un petit peu voir tout ce qui est dans l'architecture,
tout ce que j'ai dans les étages, dans mes différents lots, architecture, élec, etc., etc. Donc, tout ça, ça me permet de manière consistante, ce n'est pas que je lie à un objet, mais j'essaie de sélectionner des groupes d'objets à travers le métadonnées. Okay, donc, ça, c'est très important. On est loin des calques d'antan, parce que pour placer des objets dans un calque, il fallait le faire à la main. Aujourd'hui, avec cette sélection par métadonnées, même s'il y a des nouveaux objets qui arrivent dans la scène, ces objets vont être sélectionnés par défaut grâce à leur métadonnées. Okay, cette métadonnée nous permet aussi de trouver d'autres manières d'afficher, j'ai envie de dire, nos objets. Par exemple, si ici, je viens sélectionner tout ce qui est de l'architecture, okay, je viens faire un petit clic droit, isoler la transparence, et je peux voir que j'ai un profileur d'apparence à droite qui vient m'isoler tout ça. Je peux faire dupliquer et donner un petit coup de, je ne sais pas, du bleu par exemple. J'applique tout ça. Et donc voilà, là j'ai les lots archi en bleu. Donc c'est un peu sur ce principe qu'on va créer tout un tas de modèles d'apparence. Okay, et on va pouvoir commencer à dire, OK, celui qui va faire de la coordination de structure et de fluide, par exemple, on va créer une manière d'afficher tous ces lots. Pareil pour les disciplines plus générales. Et ainsi de suite, on va trouver pas mal de différentes manières d'afficher en fait la maquette numérique. Okay, donc, je reviens un peu sur cette coordination fluide et maquette à travers donc, le dernier point de notre webinaire d'aujourd'hui. Ça va être très accéléré, donc à savoir les tests de clash. La détection de clash qui est donc cette dernière interface qu'on voit ici, on voit donc que j'ai pas mal de différents tests. Chaque test avec à ma droite les différents réglages de chacun d'entre eux. Okay. Encore une fois, c'est notre fichier démo, donc on en a pas mal. Donc, il y a Bruno qui en édite certains, Paolo, il est encore sur un autre. Donc, on arrive à faire nos tests de clash en parallèle, les uns les autres. Encore une fois, on est dans le collaboratif. Okay. Donc, ce que je vais commencer par faire, je vais faire un petit test rapide de clash où je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe, par exemple, entre les différents lots, par exemple, d'architecture. Okay. Et j'ai envie de voir ce qui se passe du côté des portes. Okay. Donc, je vais confronter, pas forcément mon archi, pardon, mes murs. Okay. Les murs et les portes. Okay. Donc, il me dit, je l'ai déjà fait 3 fois. Bon, ce n'est pas une surprise, encore une fois. C'est un test de démo. Je peux importer mes settings d'autres tests. Je ne vais pas le faire maintenant. Ça, je vais le passer aussi. Suivant. Et on va faire un type de conflit classique. Je vais rien grouper et je vais le lancer un petit peu tel quel maintenant, sans plus expliquer que ça. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, on a d'un côté les murs, de l'autre côté les portes. Et on va voir, on a 233 conflits. 233, bon, c'est un bon chiffre moyen. Je vais pénétrer, je vais regarder ce qui se passe. Je vois donc chaque clash est nommé par le nom de l'objet A et de l'objet D, donc du mur et de la porte. Donc, je peux les passer en revue un à un, ou je peux tous les sélectionner et éventuellement, si j'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, par exemple, si j'ai envie de voir par zone. OK, je n'ai pas forcément de zones qui sont là. J'ai envie de voir où je trouve tous ces clashes dans les différentes pièces. Je peux les coloriser. Donc, j'ai toutes les métadonnées de localisation qui sont intégrées dans mon modèle. Je peux aussi voir par région ou par niveau. Okay, si j'ai envie de passer en revue mes objets par niveau. Donc, je vois bien qu'ici, il y a une porte qui est au niveau supérieur par rapport aux autres portes bleues qui sont en dessous. Okay, donc, ça, c'est des petites manières de défricher rapidement, de voir un petit peu où on en est dans ces tests de clash. Je vais revenir à un affichage normal. Et puis, j'essaie de me dire, OK, je ne vais pas forcément les passer en revue les uns les autres. Ce que je peux commencer par faire, je peux grouper ces clashs. Okay, et je vais commencer à changer mes réglages. Et je vais regrouper les clashs par nom, on va dire, par nom d'objet. Okay, et je vais trouver ça ici. Et donc, l'objet B,
va s'appeler, où est-ce que je suis? Item, item.name. C'est le moment qu'on le cherche, on ne le trouve pas. Ah oui, c'était là, pardon. OK. Et donc, je vais essayer de joindre les éléments B. Donc, toutes les portes qui ont le même nom vont être jointes. Je ne relance pas le clash, mais je regroupe mes conflits. Et donc là, je vois que j'ai donc 7 groupes dans mes 233 clashs. Donc, à chaque fois, je vais avoir un groupe pour chaque type de porte. Donc, on va voir qu'éventuellement, il y a des types de problématiques qui se retrouvent. Voilà, ces portes-là, elles ont l'air d'être plus ou moins OK. Voilà. Là, je vais en avoir d'autres. Ça, c'est des doubles. Et ainsi de suite. Ce que je peux faire, si je n'ai rien trouvé de plus, je peux dégrouper mes objets et dire, je vais peut-être plutôt les regrouper par on va dire, par sélection d'un objet A. Donc, je vais dire, j'ai envie d'avoir tous les clashs qui sont sur un mur qui vont être regroupés. OK. Je vais faire ça, regrouper. Et donc, par exemple, j'ai ce premier mur où j'ai un clash. Donc, en général, c'est que les portes n'ont pas forcément été bien dessinées ou le mur, on n'a pas fait la bonne réservation. Ainsi de suite, je peux regarder qu'est-ce qui peut se passer à ces différents endroits. Ça fait encore beaucoup. Après, on peut réduire aussi les tolérances. Là, j'ai fait un test de clash qui est une collision directe. Alors, je peux rajouter une tolérance peut-être de 1 cm pour éviter d'avoir des clashs qui ne sont pas forcément importants. Donc, je vais relancer mon test. OK. Alors, il nous a noté qu'on a 137 conflits en moins. Okay. Donc, on peut bien voir qu'il y a peut-être un petit moins de problématiques à ce niveau-là. Je peux voir des problèmes comme celui-ci maintenant, où je vois qu'il y a peut-être une partie du mur, même si ce n'est pas celui-ci, c'est un mur qui était un peu décalé, qui n'a pas été raboté. Donc, par exemple, je peux dire, si j'ai envie de sélectionner, je vais garder dans mes clashs celui que j'ai sélectionné et je vais dire, alors celui-ci, on a dit qu'on a vu. Voilà. OK. Et puis, comme ça, on peut les passer en revue les uns après les autres. Là, j'en vois un autre aussi. Il y a un petit souci. Il y a un mur qui n'est pas tout à fait découpé. Donc, je vais sélectionner le mur et je vois tout de suite le clash en fonction. Et je vais dire que je l'ai vu. Donc, pareil, je le nomme quand il est en vue. OK. Et ainsi de suite. Donc, comme ça, je peux commencer à passer en revue un petit peu tout mon modèle. Et une fois, je peux réinitialiser mes filtres et classer suivant l'état en fait donc de ces différents clashs. C'est un peu un travail pas forcément un travail de fourmi, mais qui vient me permettre de passer en revue un peu ces clashs et de voir là où j'ai un vrai problème et là où j'ai envie de les éviter. Là, pareillement, on n'a pas forcément la géométrie qui a été découpée, donc je peux dire le view. OK. Et ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai fait ça, ce que je peux faire, je vais commencer à dire, OK, maintenant, je vais renvoyer ça aux gens qui doivent dessiner, OK, nos dessinateurs. Et c'est ici que je vais pouvoir dire mon automatisation des annotations. Et je peux dire, je vais rajouter un tampon qui va être de dire réservation, OK, suivi de réservation. Et donc, toutes ces réservations, c'est Bruno. C'est sous 7 jours et la priorité, c'est critique. Okay, j'ai toutes ces métadonnées qui vont être attribuées directement en fait, à toutes ces réservations. Okay. Donc, si je fais ça,
je dis que je vais me synchroniser avec mon suivi d'annotation. Et c'est ça ce qui va me permettre en fait de faire passer ces 3 conflits dans mon autre interface, qui est mon interface de suivi d'annotation, qui va être un petit peu comme une liste des réservations que je dois encore, moi en tant que coordinateur, approuver ou suivre et de voir s'ils ont été bien effectués ou pas. Voilà, là je les vois, mes 3 clashs qui étaient donc vus par moi-même. J'ai donc ce tampon et j'ai donc aussi derrière Bruno qui est responsable et une date qui va me permettre de dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Donc là, j'ai un raccourci, un ID qui me permet de visualiser maintenant ces 3 clashs directement dans mon suivi d'annotation. Une fois que Bruno se saisit de tout ça, lui, ce qu'il peut faire, c'est de dire « Ok, bon, j'ai bien vu qu'il y a un problème, il y a un clash. » Donc, il peut dire « C'est en cours, je m'en charge et je te préviens dès que c'est réglé de mon côté. » Moi, de mon côté, je peux rebasculer en 3D, je peux continuer mon évaluation de tous mes différents clashs et en même temps, je vois que ces clashs que j'ai déjà mis dans la coordination avec tous les autres corps de métier, je peux suivre parfaitement les changements d'état qui sont effectués éventuellement. Donc, une fois que Bruno aurait donc modifié ça, il peut le renvoyer, se synchroniser donc son fichier Revit avec le serveur Revisto et ensuite remodifier ce statut en cours avec un statut qui va être au final qui va être donc résolu. Donc après, à moi de voir si ça me satisfait. Je peux repasser ça en revue, télécharger son modèle et éventuellement de le faire passer hors de la boucle et de dire on ferme tout et puis on passe au suivant ou de redire non, ça ne me satisfait pas et je reviens sur en cours. Donc, vous voyez que c'est assez important et c'est un peu ce que disait Marc tout à l'heure de pouvoir naviguer autour d'une seule et même plateforme et d'avoir un suivi de tout ce qui se passe, toutes ces remarques, tous ces changements d'état, de statut. Même si vous avez sûrement des gens qui ne font pas forcément tous les chantiers, il y a des gens qui arrivent qui sont nouvelles sur des chantiers. Et Revisto leur permet de passer en revue tout ça. Ici, j'ai 3070 annotations. Et donc, au début, quand je suis un petit nouveau sur le chantier, je vais pouvoir venir passer tout ça en revue et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, de filtrer, de trier, de dire par type, qu'est-ce qui est des remarques normales ou qu'est-ce qui ont été des clashs qui sont justement été détectés avec cette détection de clash, de voir par tampon quel type de réservation justement, là où j'ai eu des problématiques de suivi de réservation, donc j'en ai pas tant que ça encore ici, de voir les destinataires, qu'est-ce qu'a fait Bruno, quelles ont été les problématiques qu'a traité Bruno, et ainsi de suite. Donc, je peux commencer après à croiser tout un tas de données, en fait, ou de ces métadonnées, et qui va me permettre de voir un peu toutes ces remarques et de voir l'historique du projet. OK, donc là, on a déjà un petit peu débordé. Il est 17h03. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont déjà quittés. Alors, on a des questions. Il y a des questions, effectivement, pour la génération de rapports. Est-il possible de générer un rapport de clash? Alors, oui, on peut générer un rapport de clash et ça va se faire ici. On a la petite enveloppe là qui va me permettre de venir sur notre workspace, c'est donc notre espace de travail qui est donc sur le web, où on va avoir cette interface-là qui est un peu plus utilisée par les admins qui n'ont pas forcément les mains dans le projet, mais il y a de plus en plus d'outils qui sont offerts là-dessus, à savoir le suivi d'annotation qui est maintenant, depuis la semaine dernière, est intégré directement en ligne. Donc, on va pouvoir, toutes les équipes du projet, des dashboards qui nous permettent de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le projet, de voir combien de problématiques par tampon, quelle est l'évolution de ces problématiques, et puis de voir aussi quelles sont ouvertes et qu'est-ce qu'elles deviennent avec le temps. Donc, on peut faire tout un tas de chartes comme ça. On peut voir aussi combien sont ouvertes et de voir en fait quelles sont les personnes qui les ont ouvertes. Maintenant, je pense que la question posée, c'était plutôt sur les rapports, donc avoir un petit peu de manière un peu plus détaillée, d'avoir un rapport, un résumé de toutes ces problématiques. Et donc là, encore une fois, on peut aussi les mettre en place et les faire qu'elles soient envoyées automatiquement aux différentes personnes
Donc là, je peux en faire un en direct, je peux faire un PDF. J'ai envie d'avoir le logo de la boîte qui fait ça. Les attaches, dès qu'il y a des pièces jointes aussi, j'ai envie de voir qu'il y a des mises à jour, dès qu'il y a des changements de champ et aussi quand il y a des changements d'annotation. Okay. Ici, je peux choisir le format de la date et je peux aussi filtrer. J'ai envie juste d'avoir tous ces rapports qui ont été, toutes les questions qui ont été données à Paul, à Joe et à Peter. Okay. De voir aussi tout ce qui est archi ou tout ce qui est structure et ainsi de suite. Okay. Et donc, tout ça, on peut demander de le livrer chaque semaine ou chaque jour. Okay. On peut le faire à différentes personnes ou chaque mercredi et donc de dire à qui je vais l'envoyer. Okay. Donc, ça met un petit peu de temps à être généré. Je vais quand même vous en montrer un en direct. On peut faire des rapports hebdomadaires de l'ordre de design, mais ces rapports peuvent aussi servir, et ça, c'est ce que beaucoup de nos clients utilisent, ils peuvent servir en fait comme snagging report, c'est ce que disent les Anglais, pour parler d'OPR. Okay. Quand on fait de la réception de chantier, on a envie de voir si les choses sont bien construites comme on l'a dessiné. Okay. Et donc ici, je prends une photo dans le modèle, je regarde, je fais un tampon sur mon modèle et je demande à la personne qui est sur le chantier, est-ce que c'est bien conforme à ce qu'on a voulu faire? Et donc voilà, là, la personne prend cette photo et puis dit, en fait, non, ce n'est pas du tout là où on avait demandé. On peut faire aussi des photos 360. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu de tout. Hein, tout ce qu'on avait sur Revisto, ici, on peut le mettre. Si on a envie d'avoir moins d'informations, on peut le faire aussi. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est ces rapports qu'on peut générer de manière complètement automatisée. Il y avait une deuxième question concernant le switchback sur le logiciel il y a Archicad. l'aller-retour avec Archicad. Donc, il faut savoir qu'il y a suivant les différents logiciels, cette interaction est plus ou moins développée. Donc, avec Archicad, on n'a malheureusement pas ce switchback qui se fait de la même manière. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et j'ai envie de dire que nous, on est là assis, moi et mes collègues VDC, on est là pour recueillir les différentes demandes de nos clients. Et plus on a des demandes similaires, plus bien sûr, on les envoie aux développeurs et on les met en prioritaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis allé très vite, j'ai envie de dire. Il y en a une. Est-il possible d'associer une pièce à un tampon? Ah, pardon. Je viens juste en même temps de sortir un petit tableau sur lequel on a résumé les différents plugins, ce que fait chaque plugin. Et en fait, dans Archicad, oui, on a le switchback. Autant pour moi. Donc, ça, c'est déjà fait. Alors, pardon, c'était quoi la question? Est-il possible d'associer une pièce à un tampon? Alors, oui. J'ai envie de dire dans quelle mesure vous voudriez faire ça, mais oui, c'est possible. C'est-à-dire que je peux sélectionner ici maintenant une pièce, okay, où je peux dire, par exemple, j'ai envie d'avoir les toilettes. Toilettes, c'est pas forcément. Là, je ne les ai pas sur ce projet, mais je peux en avoir dans l'autre projet ici. Oups. Tout simplement, si je demande par exemple corridor. Common. Voilà, si je cherche par exemple les commons, je peux dire, je vais chercher donc cette pièce. Je peux sélectionner les objets pièces qui s'appellent de la même manière. Alors, je vais regarder ça ici. Ça va être… où est-ce que ça se trouve? Une précision au niveau de la question, ça serait pour indiquer où se trouve le tampon. L'information des pièces et des zones que tu as dans les annotations. L'information des pièces, du quadrillage et des zones
si tu ouvres une annotation. Ah oui, pardon. Voilà. Ah, j'ai pris le problème de la du mauvais côté. Donc, de manière automatique, on arrive donc à avoir, ou bien quand on pose une question, une annotation, ou quand on fait des clashes, on va avoir l'information de la pièce dans laquelle il se trouve. Donc là, vous voyez, si j'ai dans ces clashes, j'ai plusieurs clashes qui ont été groupés. Là, j'en ai 72. Non, ce n'était pas celui-là, c'était encore un autre. J'ai les différents noms de pièces qui apparaissent aussi. Alors, ce que je peux faire aussi, je peux venir, et ça fait partie des particularités de la 5.10, où j'avais déjà auparavant ces informations des métadonnées de localisation qui étaient disponibles dans Revisto. Maintenant, on voit que c'est bleuté. Donc, bleuté, c'est la couleur d'hyperlien. C'est-à-dire que là, si j'ai envie de filtrer mes annotations ou mes clashes par tout ce qu'il y a dans la pièce 146, je filtre. Donc là, j'en ai qu'une seule. Si je réinitialise, voilà, j'en ai 3. Okay, donc là, j'ai ces 3 pièces, ces 3 annotations qui sont dans la pièce 146. Donc ça fait partie des nouvelles features qui vont sortir donc sur la 5.10. Une autre chose aussi qui va être intégrée dans la 5.10, c'est que autant on avait jusqu'à maintenant dans la 2D, on se trouve sur un plan, j'ai trouvé un autre plan qui va être par exemple celui-ci. Et si j'ai envie de voir où je me trouve dans ce plan, dans la 3D, j'ai un objet qui est passé à la 3D et je saute directement dans ma 3D grâce à ma 2D. Donc ça, on a toujours eu. Maintenant, si je me promène et que je continue un petit peu ma chasse à l'erreur et que je me retrouve ici et je me dis, bon, attends, là, je veux juste voir parce que j'ai l'impression que ce n'était pas comme ça sur le plan. Je vais faire la chose inverse et je peux sauter donc de ma position sur le plan. Donc là, j'ai cherché un plan qui est le plan de Fire Protection. Et donc, voilà, je me retrouve directement pile face où je me trouvais dans le plan. Donc ça, c'est encore une autre feature de la 5.10. Et j'ai envie de dire, une des dernières grands changements, ça va être de pouvoir intégrer, donc en termes de CDE, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais tous ces fichiers, tous ces 2D, toutes ces feuilles, ou bien on les exporte directement de Revit, comme je l'ai demandé tout à l'heure, ou bien on les fait passer par un CDE. Ça peut être BIM 360, ça peut être Box ou Procore. Et on va avoir maintenant SharePoint. Donc, on sait que beaucoup d'entre vous sont sur SharePoint de Microsoft. Donc, ça va permettre de faciliter la collaboration, ces échanges de fichiers. Vous n'avez pas forcément envie de tous les télécharger sur Revisto. Donc, ils vont faire un espèce de petit détour par votre CDE, mais c'est Revisto qui va ouvrir votre CDE et qui va vous permettre d'être toujours en phase avec votre CDE. Voilà. On a une dernière question concernant la configuration minimale pour les postes informatiques. Alors, pour ça, on va avoir alors, on n'a pas parlé de ça non plus, mais on a un fichier d'aide. Si vous tapez Help Revisto Center, donc Google vous amène directement là. Alors, c'était pas ça, c'était… Voilà. Vous avez ici, donc pour le moment, il est encore beaucoup en anglais. On a commencé à traduire en français, mais ça va aller de plus en plus vite. Et il faut venir chercher ici Hardware Specifications. Pareil, il vous propose quelques choix et vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Okay. Donc, les PC, si vous êtes sur PC, si vous êtes sur Mac, sur iPad, Android, vous avez un petit peu toutes les indications. Donc, ça, c'est mis à jour aussi, comme c'est online. Donc, ça nous permet d'être sûr que vous avez toujours l'information qu'il faut. Nous, on se sert de portables relativement classiques. Moi, le mien, il a 4 ans, 16 gigas de RAM. Et je monte les maquettes de l'îlot Pasteur, là, où on a à peu près 35 maquettes en visualisation en ligne. Donc, j'ai vraiment aucun problème de performance. D'autant qu'on peut régler aussi la qualité d'affichage. Donc, ça permet
on va dire, de garder de la fluidité. Tout à Et ça fait. marche très bien sur tablette également, iPad, sans problème. Merci Marc hein, de rappeler ça. C'est vrai qu'on peut avoir donc, un affichage adaptif qui vous permet, si vous avez une carte graphique un peu plus légère, c'est quand même toujours la carte graphique qui est un peu le plus important quand on est dans la 3D. Ceux qui font des jeux vidéo, ils connaissent. Donc, si je pense que je mouline un petit peu, je peux toujours revenir à des graphismes qui sont plus aussi beaux. C'est un peu cet effet escalier, comme on dit, mais qui va vous permettre d'interagir un peu plus simplement avec ça. Donc, ça, tout est prévu. Hein. Une autre question? Alors, je vois comporter une fonctionnalité permet de comparer deux versions d'une même maquette. Alors, tout à fait, on va voir, par exemple, en 2D, je peux voir ici donc mon plan. Alors, je vais chercher un autre plan qui est peut-être changé un petit peu plus souvent. J'ai des infos à ma droite et des versions, et je peux voir que j'ai 3 versions. Et je veux, par exemple, dire, j'ai envie de comparer donc ma version 40 à celle-ci. Et donc, je vais avoir le Visto qui vient. Bon, alors là, on ne voit pas forcément. Ce que je vais faire, je vais comparer pas à la version, mais peut-être on peut faire autrement. On peut comparer à l'étage inférieur ou à l'étage supérieur. Et donc, je vais le faire avec Basement Sheet, comparer. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir les glisser l'un sur l'autre, mais ça a l'air d'être bon. Si jamais ils ne sont pas alignés, je peux les bouger. Hein. Et donc, j'ai en rouge l'un et l'autre. Et donc là, je peux assez facilement jouer au jeu de cette erreur. OK. Au niveau des OK. comparaisons de maquettes, on peut faire ça en coloriant les maquettes dans 2 couleurs différentes et ensuite en se servant des coupes ou des box, on vient regarder à différents endroits les 2 maquettes et si on voit ressortir une couleur plutôt qu'une autre, ça permet de faire la différence entre les 2 éléments en 3D, quoi. Oui, là, c'est plutôt en 3D, tout à fait. Ouais. Là, par exemple, on a fait 2 maquettes. On compare une maquette de structure métallique, une qui était du dessin, de la phase de design, et l'autre qui est de la phase chantier, où c'est l'entreprise qui se met la sienne. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de différences. Et donc là, c'est sûr que c'est quand même plus simple juste de le faire de visu comme ça et de pouvoir identifier les choses. Après, on peut toujours mettre en place une détection de clash pour aller un petit peu plus en détail. Mais bon, là, au moins, ça permet déjà de voir qu'on est assez différents. OK. Nous n'avons pas plus de questions pour l'instant. Donc, peut-être un petit mot de la fin. Je vais vous passer la parole. Moi, je sais qu'on Revisto, on n'est pas forcément encore très implanté sur les marchés francophones, mais on est très implanté sur les marchés, bien sûr, anglo-saxons, qui sont toujours un petit peu, ils font un peu la locomotive, j'ai envie de dire, en termes de maquette numérique. Mais donc, j'ai justement un peu de travailler avec le réseau qu'on peut avoir, à savoir moi et mes collègues qui travaillent dans différents pays avec d'autres problématiques. Donc, tout n'est pas toujours applicable hein, dans chaque pays. Maintenant, il y a toujours un petit peu des savoir-faire desquels vous pouvez hériter quand justement on va prendre une petite heure pour passer en revue des petites problématiques. Parfois, il y a, au-delà de la problématique logicielle, tout simplement, il y a des problématiques vraiment en chantier ou de gestion de projet où un petit transfert de savoir-faire peut s'effectuer donc par moi-même ou les autres supports techniques. Donc, comme disaient au début Bruno et Paolo, on se expand, j'ai envie de dire, on vient aussi de plus en plus vers le marché hispanophone et italien. Donc, on va aussi organiser très bientôt un field day. C'est un petit peu notre habitude. Hein. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça sur Internet, sur notre page.
Si vous connaissez, on organise, surtout depuis la fin du Covid, des field days. Donc, c'est des journées où on va venir dans votre ville. Donc là, on en a fait une à Lausanne. Ça, c'est un petit film qui a été effectué suite à ça. Faire une présentation comme on a fait aujourd'hui. On a fait un webinar, mais là, on va le faire en direct live avec des communautés d'utilisateurs qui permettent d'autant plus facilement échanger des tricks, des habitudes aussi pour avancer un peu chacun sur ses projets, quel que soit le métier qu'on fait en fait. Okay, donc ça aussi, on va faire un pari normalement en septembre, si on peut encore. Et donc voilà, vous pouvez aussi voir tout ça sur notre site web. Voilà, je vous laisse la parole maintenant encore. Si vous avez d'autres choses à dire. Oui, il y avait un point également à ajouter. C'était celui de pouvoir mettre en test, si vous le souhaitez, notre plateforme pendant quelques semaines pour ceux qui souhaitent vraiment évaluer le logiciel Revisto. Et nous avons également un deuxième niveau de test qui est celui de POC, de Proof of Concept, et qui permet de vraiment rentrer sur un essai, sur un projet concret avec un certain nombre de personnes, voilà, moyennant effectivement un coût qui sera ensuite déductible de l'abonnement si vous souscrivez au terme de ces 2 ou 3 mois de POC. Bruno? Il y avait une dernière question qui est arrivée entre-temps. S'il a été possible d'associer un objet ou un groupe d'objets d'une maquette à un document PDF, par exemple. D'associer un objet à un document PDF. Je ne suis pas sûr de… Ah, oui. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Mais en réalité, c'est la possibilité d'avoir un hyperlien entre le nom du document qui se trouve dans un champ et puis le document qui, lui, se trouve dans la base numérique de DOE, quoi. Tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être fait ici, par exemple, déjà pour des panneaux solaires. Donc, j'ai ici les données, les paramètres de base hérités de Revit. Et puis après, j'en ai fait d'autres, ou un avec DOE, ou l'autre fiche technique. Et donc là, j'ai un lien, un hyperlien qui vient me chercher donc un lien Internet. Ou bien, si je n'ai pas envie de faire ça, mais je peux faire ça différemment. Et là, encore une fois, je peux faire appel à ces tampons. Et je vais pouvoir mettre un tampon. Alors, je ne sais plus, on va faire un tampon, par exemple, ici, remarque maquette, sur cet objet ou sur le groupe d'objets. Ou donc, je peux venir donc intégrer dans ce tampon. Donc, si je fais effacer ça, initialiser le site, je vais pouvoir ici joindre un fichier à ce tampon. Alors, ça peut être un PDF, ça peut être un Excel, quoi qu'on veuille. Donc, je peux le faire pour un objet ponctuel ou bien, encore une fois, comme votre question, c'était un groupe d'objets. Si je suis donc à chercher, on va dire par exemple, pour alors, panel ou des extincteurs. OK, donc là, j'ai un peu tous les extincteurs qui sont sélectionnés. Et donc, je peux les passer en revue ici. OK. Et donc, si je les sélectionne là, je peux donc rajouter un tampon ou un tampon pour tous ces extincteurs. Et je peux dire, je vais les vérifier. OK. Et donc là, je bascule dans mon suivi d'annotation. Et j'ai donc un tampon pour mes 36 extincteurs. Et je peux les passer en revue comme ça. Et donc, bien sûr, rajouter une fiche technique encore, comme je l'ai montré tout à l'heure. Okay. Ou bien le faire pour chaque extincteur. Et donc là, j'utilise donc plutôt mon multi-tampon ici. Je ne vais pas le faire sur 15, mais je vais le faire sur 3, par exemple. Si on a peut-être différents extincteurs et avec différentes c'était 3 fenêtres différentes avec des… Voilà. Et donc là, j'ai donc mon tampon qui est venu se coller directement sur mon objet présélectionné.
Alors, j'avais même un petit fichier PDF de porte. Voilà comment il se trouve. Donc, on met ça dans la conversation. Hein, on double-clique dessus. Et voilà, bon, là, j'ai juste un PDF téléchargé d'Internet pour les portes. Donc ça, c'est bien sûr très utilisé pour les DE ou la manutention. On a de plus en plus de PPP, partenaires publics-privés. On a donc des clients comme Bouygues qui sont responsables d'un bâtiment pendant une trentaine d'années. Et donc, ils vont faire toute leur exploitation du bâtiment avec notre plateforme. OK. Super. Peut-être, Marc, tu nous fais un petit mot de la fin. Merci encore. Écoute, merci à vous de développer ce type de techno. On est toujours content quand on est opérationnel d'avoir des outils qui nous conviennent et qui s'adaptent et qui se transforment et qui évoluent. Le petit document attaché à l'objet ou à un jeu d'objets au moment du déo numérique, ça c'est un petit truc, un petit plus qui serait bien sympa d'avoir, on va dire, sous une forme presque plus naturelle. On clique sur l'objet, on a le document qui est pas loin derrière et on sait qu'on peut y accéder par un petit bouton fiche technique ou quelque chose comme ça, parce que ça, on va dire, c'est tous les DOE qui sont comme ça. Et moi, sincèrement, je découvre Revisto en ce moment dans l'exploitation, parce qu'on travaille beaucoup sur des bascules de maquettes en exploitation. Et je suis assez surpris on va dire, de la façon dont on peut arriver à mettre ces outils-là au service des gens qui vivent le bâtiment au quotidien au travers de l'entretien, de la maintenance, qui ne sont pas spécialement on va dire, des grands cadors du numérique ou de la 3D. Et on fait des réunions de travail avec eux où on est un peu manipulateur de la maquette numérique parce qu'ils n'ont pas encore pris la main dessus. Et au fur et à mesure qu'on fait ces réunions avec eux et qu'on montre des zones où ils ont des problématiques en maquette numérique et en plan associé, on se rend compte que le potentiel, il est énorme et que les enjeux de demain, ils sont aussi dans cette partie exploitation. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ce type de techno, bien sûr en construction et en exécution, mais aussi en exploitation. Je pense qu'il y a de vraies ouvertures extraordinaires dans ce domaine et puis, bon, c'est quand même bien de faire vivre un bâtiment après l'avoir construit, quoi, tout simplement. En tout cas, merci à vous de cette invitation et à tous ceux qui étaient présents pour écouter et pour échanger. Merci Marc, merci Paulo. Merci Marc. Bruno, merci à tous. Merci encore à tous. Et à très bientôt tout le monde. On revient vers vous, Monsieur Saidi, très prochainement, d'ici demain, grand maximum. Au plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.